donner la parole à Damien. Donc, comme je vous le disais, Damien va nous présenter un outil de recherche de fonctions qu'on appelle analyse de l'environnement, analyse des acteurs, des interacteurs, analyse de l'environnement externe. Alors, également aussi, vous l'avez peut-être entendu, mais il y a très longtemps, ça s'appelait aussi la pieuvre. Voilà, plein de noms comme ça pour distinguer, pour désigner un outil qui permet à travers une approche système, de comprendre et d'identifier les fonctions d'un objet, d'un service, d'un produit, d'un process, d'un procédé. Donc de tout ça. Et Damien, justement, va pas faire forcément une présentation PowerPoint de l'outil, mais plutôt dans l'action. Donc tout de suite, il va nous montrer et même nous faire participer à cette analyse système qui permet d'identifier les fonctions. Voilà, alors écoute, merci beaucoup Damien. Et puis, je vais te laisser Merci la à parole. tous d'être nombreux. Voilà, et ben, je Merci, te laisse la parole. merci Cédric pour cette belle introduction. Donc, vous voyez la diapo sur l'écran. On est dans le cadre de la démarche d'analyse à valeur et on va faire un focus sur la recherche de fonctions dans la phase d'analyse fonctionnelle, qui est une des phases, des grandes phases de l'analyse à valeur. Deux mots de présentation. Ça doit faire pas loin de 40 ans que je fais de l'analyse à valeur, enfin pas loin, plus de 35. D'abord dans un premier job comme directeur technique et puis ensuite en 95 j'ai lancé mon cabinet et à partir de là j'ai animé un certain nombre d'opérations d'analyse à valeur dans des grands groupes, des PME, des TPE, dans la création d'entreprises, etc. Donc, c'est à la fois une expérience accumulée que je vais vous montrer. On reste dans quelque chose d'assez classique. Simplement, je voulais vous mettre en route dans une dynamique un petit peu particulière avec deux points d'attention qui me paraissent importants, qui sont l'exhaustivité de la recherche de fonctions, donc en tout cas une tentative d'exhaustivité. Alors, est-ce que je peux, voilà. Et qu'on soit aussi dans un état d'esprit d'innovation et pas de reconception d'un système. Mais ça fonctionne de la même façon si on est en reconception et en innovation. C'est peut-être simplement le, l'attention qu'on porte à des fonctions, à des formulations de fonctions qui va être différente. Euh, on va partir d'un cas, et le cas que je vais vous présenter à la base pourrait être relativement complexe. Alors, je vous le présente de façon quand même assez un petit peu simplifiée. Et pour vous mettre à l'aise, ce n'est pas un cas d'entreprise, c'est un cas que j'utilise avec des étudiants d'école d'ingénieurs euh, et qui fonctionne relativement bien. Donc, on reste dans un état d'esprit un petit peu pédagogique. Voilà. Donc, on va passer en revue trois étapes, on va dire. La première étape, c'est le cadrage du projet. Alors, je vais vous mettre en situation par rapport au cas. Je vais vous montrer, là, on ne va pas le faire ensemble, je vais vous montrer quelques éléments de cadrage du projet parce que il n'est pas raisonnable de faire de l'analyse fonctionnelle si on n'est pas situé très clairement dans un projet. Euh, Ça n'a pas de sens de le faire sur un coin de table, sur quelque chose qui n'est pas défini. Ensuite, je vais vous montrer simplement un cycle de vie simplifié du système dans sa globalité, de façon à pouvoir situer la recherche de fonctions pour vous dire à quel endroit on va travailler. Et puis ensuite, on passera à la recherche de fonctions. On ne les fera pas toutes et si possible, on va tenter de vous mettre à disposition à la fin du parcours les fichiers de travail euh, avec peut-être quelques extensions par rapport à ce qu'on aura pu faire ensemble. On reste quand même largement conforme à la dernière norme européenne sur l'analyse fonctionnelle, qui est la 17952, qui est sortie cette année.
Il y a des petites nuances, certainement, notamment en termes de vocabulaire. Il y a deux, trois petites choses qui ne sont pas forcément calées à 100%, mais là aussi, je pourrais vous le justifier. C'est pas le but de faire des débats d'experts. C'est plus de vous montrer quelque chose qui a été fait, qui fonctionne, et que vous puissiez vous en inspirer. Donc le sujet, c'est un sujet sur la mobilité en Ardèche. Et la raison d'être du projet, c'est un petit peu simulé, hein, évidemment, c'est que on se dit la région Auvergne-Rhône-Alpes a pris conscience d'un certain nombre d'enjeux écologiques. Alors nos impacts écologiques aujourd'hui, on le sait, détruisent la planète, donc on ne pourra pas survivre encore très très longtemps dans ce mode de vie. Et ça veut dire que partout où les gens prennent conscience de ce qu'on est en train de faire, c'est intéressant de chercher des nouvelles solutions qui sont des solutions d'avenir, qui peuvent être robustes pendant les décennies suivantes, mais ça demande de travailler dans un certain état d'esprit. Donc on va supposer que la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'est pas si écolo que ça, hein, entre nous, a désigné l'Ardèche comme étant un territoire pilote, et parce qu'il a certaines caractéristiques. Et dans ce territoire pilote, on tente de faire baisser de beaucoup les émissions de polluants liées au déplacement de personnes, en sachant que dans ce département, la densité de population est assez faible, les gens sont très éparpillés, la plus grosse ville d'Ardèche fait 16 000 habitants, et donc les gens sont disséminés, et en plus, il y a du relief dans ce territoire. Deux, trois éléments sur les enjeux du projet. C'est loin d'être exhaustif, mais on va dire ce qui a été identifié, c'est que il faudrait diminuer la présence de véhicules comme on en utilise toujours, tous aujourd'hui, on va dire des berlines ou des SUV selon les personnes. Nos véhicules pèsent entre 1,2 tonne et 2 tonnes, voire plus. Et la plupart du temps, on transporte 70 kilos de chair humaine. Ça ne paraît pas très, très efficient quand on regarde les choses de ce point de vue-là. Et évidemment, plus le véhicule est lourd, plus ça demande de la puissance, plus ça génère de la consommation d'énergie, et plus ça impacte en termes de pollution de toutes sortes, le CO2 n'en étant qu'un élément. Donc, le sujet, on le campe de façon un petit peu large, parce qu'on pourrait travailler juste sur un véhicule. Et là, l'idée, c'est de dire, on est dans un territoire, on va être dans une logique territoriale. Peut-être ce département a des ressources en fonction de son agriculture, de ses industries, etc. Et en plus, c'est un département qui a été extrêmement touché par la désindustrialisation. Il y a des villes qui sont un petit peu villes mortes ou en partie morte. Et donc, est-ce que ça ne serait pas l'occasion de raisonner de façon un peu large et de dire est-ce qu'on pourrait réindustrialiser le territoire, faire appel à la fois à l'intelligence des gens qui sont présents, à des ressources locales, etc. Euh, et puis, dans les enjeux, ce qu'on est en train de dire, c'est que on voudrait quand même limiter la mise en place de nouvelles infrastructures parce que ça coûte très cher. Et puis, comme le territoire est étendu, c'est pas très évident. Euh, les enjeux, en principe, on les transforme en objectifs. En voici quelques-uns. Là aussi, on pourrait aller plus loin. Donc, le premier, c'est de diminuer le trafic de voitures classiques, c'est-à-dire thermiques et électriques. Je mets les électriques dans le même sac, tout simplement parce qu'aujourd'hui, si on achète une voiture électrique et qu'on n'achète pas les panneaux photovoltaïques pour recharger, compte tenu de la saturation de notre système de production d'énergie, ça demande de mettre en route des centrales au charbon, et ce qu'on gagne d'un côté comme émission de CO2, on le repère très largement de l'autre côté, et le bilan est défavorable. Donc, on veut diminuer le trafic, on veut avoir moitié moins de voitures classiques sur les routes d'Ardèche, mais on veut aussi donner accès à la mobilité à 20% d'habitants supplémentaires.
Une de mes voisines qui a 84 ans se plaint qu'elle ne peut pas se déplacer, sauf si sa petite fille vient la voir, parce que il y a que des bus et il faut qu'elle parte le matin avec le bus de 8 heures. Elle ne peut rentrer le soir qu'avec le bus de 18 heures. Donc vous reconnaîtrez que c'est pas très commode. Euh, donc la conséquence de ces objectifs, c'est de remplacer au maximum les voitures classiques par des véhicules de plus petite capacité, un poids divisé par 10, en tout cas c'est l'ordre de grandeur, une consommation d'énergie divisée au moins par 5. Donc on ne taille pas dans la dentelle, c'est pas du moins 10%, c'est radical. On, on essaye de dynamiser le territoire en faisant appel à des ressources locales. Euh, on met le focus d'abord sur les trajets domicile-travail parce que c'est reconnu que c'est à plus de 80% les trajets qui sont pratiqués. Et ce qu'on voudrait, c'est mettre en place des solutions qui soient pérennes, c'est-à-dire projetables jusque dans les années 60, euh, en passant, euh, en passant largement un certain nombre de turbulences qu'on a commencé à constater. Donc, qu'on ne soit pas dans des solutions court-termistes où on améliore quelque chose, mais dans des solutions les plus radicales possibles. Alors, on ne va pas aujourd'hui travailler sur les solutions, mais vous verrez que la formulation des fonctions induit un certain nombre d'axes de recherche en termes de solutions. Donc, si on synthétise le projet en faisant quelques raccourcis, on cherche ensemble à développer une nouvelle solution de mobilité individuelle. Alors, je mets entre parenthèses et collective parce qu'on, compte tenu de l'éparpillement de la population, si on met des navettes de ramassage en route, au lieu de mettre une voiture individuelle de 1 tonne 5, on va mettre des véhicules de 4 tonnes en circulation et ça, on n'aura rien gagné. Donc, ça n'empêche pas de penser aussi aux solutions collectives. Ça va dépendre des trajets. Et donc, sur l'Ardèche vue comme un territoire pilote, on voudrait que ces solutions soient à faible impact écologique et qu'elles apportent aussi un bénéfice social, économique, les solutions soient déployables d'ici 4 ans et pourquoi pas, compte tenu de l'opération pilote, d'aller chercher des fonds européens. Voilà, ça c'est la mise en bouche du projet pour savoir de quoi on parle. Il n'y a pas de questions pour l'instant. On va très vite passer au cycle de vie du système. Alors, on va parler de système de mobilité écologique pour les habitants de l'Ardèche. Donc, c'est assez générique. Euh, Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a une phase de conception qui est en amont du vrai cycle de vie pratique et technique du système de mobilité. On ne sait pas ce qu'il y a dedans pour l'instant, hein. Mais on imagine qu'à un moment donné, il va y avoir de la fabrication d'objets. Ces objets, il va falloir les transporter, donc c'est la phase 3. Il y a un système de diffusion à trouver pour mettre les solutions à disposition des utilisateurs. Donc là, déjà, on est dans un raisonnement où on travaille à la fois sur du produit et du service. Et j'ai identifié les endroits où on pourrait imaginer un certain nombre de services offerts par une entité qui n'est pas définie pour l'instant, mais qui pourrait jouer un rôle de régulation, etc. Donc, on va dire, on met à disposition la solution au plus près de l'utilisateur, peu importe la formule de financement et les transactions économiques à la clé. Donc, à un moment donné, la solution va être utilisée. Toute utilisation qui implique des objets matériels génère des besoins de maintenance. Donc là aussi, ça peut être un service. En utilisation, on peut imaginer aussi qu'il y ait des supports à un certain nombre de choses. Comme on a dit dans le cadrage du projet qu'on voudrait une solution qui soit pérenne encore en 2060, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que la solution sur un plan commercial continue à être pertinente et si possible, les objets qui vont être créés
doivent aussi avoir une durée de vie très longue parce que c'est évidemment un des moyens de limiter l'impact écologique, et notamment dans une des parties les plus sales qui est l'extraction de matériaux et de minerais en particulier. Donc, à un moment donné, au bout de plusieurs maintenances, au bout de plusieurs évolutions, upgrades, etc., on peut imaginer qu'on arrive en fin de vie, ça ne tient plus la route, on va devoir démonter et recycler les matériaux, en sachant que, pourquoi pas, on pourrait avoir une deuxième vie d'un certain nombre de composants, donc revenir à de la fabrication et générer des matériaux recyclés qui pourraient rentrer également en ligne de compte dans la fabrication. J'ai mis en vert la phase d'utilisation parce qu'on va se focaliser sur cette phase-là pour faire de la recherche de fonctions. En général, c'est dans cette phase-là qu'on trouve les fonctions les plus intéressantes du point de vue de la conception du système. Les autres phases, évidemment, il ne faut pas les négliger parce que un cahier des charges doit couvrir l'ensemble de la vie du système. Sinon, on risque d'avoir des très mauvaises surprises. Je pourrais vous raconter plein d'anecdotes là-dessus, mais ce n'est pas l'objet de cet après-midi. Voilà, donc admettez que le travail qu'on va faire en phase d'utilisation, il va devoir être élargi à d'autres phases de vie du système. Donc, on va maintenant plonger directement dans la recherche de fonctions. Et pour ça, je vais vous mettre en place un tableau dans lequel on va tenter de travailler ensemble. Alors, pour la petite histoire, là, c'est dans le cadre du logiciel Valoris, qui est un logiciel que ma société a vendu, notamment en Naval Group, à Rolex et à d'autres à une époque. Il a été maintenu, mais n'est plus commercialisé parce que c'est beaucoup de travail de mise à jour, pour rester dans la course. Donc, il est utilisable, mais pas commercialisé. Ce qui se passe en arrière-plan du logiciel, à la fois, ne devrait pas trop vous donner de soucis parce que la plupart des choses qu'on va traiter sont apparentes et puis on en extraira un fichier Excel avec plusieurs onglets qui permettra de voir quel est le résultat qui est produit et la logique de cheminement. Donc, première chose, euh, il va falloir nommer notre système. Alors, peut-être avant d'en arriver à ça, je voudrais juste vous faire une petite présentation de comment on va mener cette recherche de fonctions. Donc, il y a 4 étapes ABCD. Vous reconnaissez ce que Cédric appelle la pieuvre, qui est la dénomination du cabinet apte, que moi j'appelle le diagramme d'environnement, qui est la méthode des éléments de l'environnement ou quelque chose comme ça dans la dernière norme. Euh, donc, peu importe le nom de l'outil, ça fonctionne à peu près de la même façon, à quelques variantes près. Et justement, je vais vous donner quelques variantes par rapport à ce que vous pouvez trouver dans les pratiques en entreprise ou en université, qui sont issues de ma propre expérience et qui m'ont permis d'être pertinent et d'avoir des résultats extrêmement intéressants dans pas mal de missions. Donc, premier point, on nomme le produit, c'est-à-dire ce qui est au centre. Là, il s'agit d'un exemple de composteur de jardin. Ça, c'est la première opération et qui demande une certaine sensibilité quand même, parce que selon comment on nomme le système, ça va tout de suite induire mentalement un certain nombre de conséquences. Deuxième étape, on va énumérer les éléments de l'environnement. Alors, où est-ce qu'on trouve les éléments de l'environnement? On peut s'aider de plusieurs pratiques. La première, c'est de dire, eh bien, intuitivement, on sait qu'il y a un nouveau système qui est ici le composteur de jardin, qui débarque dans un environnement qui est plus large et qui est composé d'éléments de ce système plus large. Et évidemment, ce composteur de jardin, en l'occurrence, va venir perturber un environnement qui a eu une certaine stabilité jusqu'ici. Et peut-être l'environnement va venir également perturber le nouvel objet qui arrive, le nouveau système qui arrive. En tout cas, il faudra tenir compte de cet environnement. Et donc, premièrement, pour énumérer les éléments de l'environnement,
Je peux vous donner deux petites astuces. La première, c'est de vous mettre dans la peau d'un metteur en scène, parce que c'est un metteur en scène plutôt de théâtre que de cinéma, parce que le cinéma, c'est un peu plus complexe, et le théâtre, on est dans une certaine forme de dépouillement, de conceptualisation, éventuellement, selon les types de pièces jouées. En tout cas, le metteur en scène, lui, doit énumérer tout ce qu'il va mettre en action sur la scène de théâtre. Et donc ça, c'est une première approche où on peut énumérer qui sont les acteurs qu'on va faire jouer, quels sont leurs accessoires, quels sont les éléments de décor, quels sont les éléments d'ambiance, etc. Deuxième possibilité que je vous livre, c'est de dire on va se balader avec une caméra, celle de notre smartphone, pourquoi pas, dans l'environnement dans lequel le système va arriver. Et on regarde, on observe qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui existe dans cet environnement. Je ne sais pas, par exemple, si je suis en train de travailler sur une porte d'entrée d'un hôtel, eh bien, je vais me poster devant un hôtel, je vais voir les gens qui passent, ceux qui rentrent, ceux qui ne rentrent pas, avec les bagages, sans bagages, etc. Je vais voir comment ils sont traités à l'entrée, il y a des immeubles, il y a de la circulation sur le trottoir, dans la rue, il y a des véhicules. Donc, il suffit d'observer et de dire, eh bien, il y a ça, 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 ça. Et tout ce qui nous paraît être potentiellement en interaction future avec le nouvel objet qui arrive, on va le prendre en compte et on va le lister. Troisième étape, et normalement, cet après-midi, on va s'arrêter à cette troisième étape, mais peut-être qu'on fera une petite incursion dans la quatrième. La troisième, c'est examiner les... Alors là, vous avez par exemple F1, F2, F3. Donc, ce sont des mises en relation de deux éléments pris dans l'environnement avec une interaction qui passe par le système qui est au centre, par l'objet qui est au centre. Euh, et donc, on cherche à savoir quel est le rôle que va jouer l'objet qui est au centre dans cette interaction. Et justement, c'est ce qui va nous permettre de nommer les fonctionnalités attendues pour ce système qui est au centre. Voilà, ça paraît très simple comme ça. La nouveauté ou la particularité dans la pratique que je vous propose, c'est d'être très exhaustif dans l'énumération des éléments de l'environnement, parce que plus on est exhaustif, plus on va avoir une richesse fonctionnelle, et plus on va être à la fois innovant, parce que on va penser à des choses auxquelles on ne pense pas habituellement, et on va décrire de façon large les attendus, parce que ça va générer beaucoup d'interactions, plus ou moins pertinentes, mais en général pertinentes. On prend celles qui sont pertinentes, et donc, on va avoir une richesse fonctionnelle. C'est ce que j'appelle la lettre au Père Noël. C'est ce que le système qui est au centre doit faire, doit pouvoir faire dans le futur. Et on n'a pas besoin d'un système déjà existant pour faire le travail. On peut complètement partir d'une feuille blanche. Et à la limite, c'est presque plus confortable de partir d'une feuille blanche parce qu'on n'est pas tenté par reproduire des choses qu'on a en tête, qu'on connaît, que font les produits existants ou les systèmes existants, etc. Donc, dernière étape, on examine de façon systématique aussi tous les liens directs entre un élément de l'environnement et le système qui est au centre. La relation peut aller dans les deux sens, et dans la norme, on va parler de contraintes qui pèsent sur notre système. Moi, j'ai tendance à appeler ça des fonctions d'adaptation, parce que ce qu'on cherche, c'est que l'élément de l'environnement ne vienne pas détruire, altérer le nouveau système qui arrive, et inversement, le nouveau système qui arrive ne doit pas altérer ou détruire un des éléments, un ou plusieurs des éléments de l'environnement préexistant. Il ne serait pas très apprécié. Euh, alors, il est un petit peu vain de dire systématiquement toutes les interactions qui impliquent deux éléments de l'environnement conduisent à des fonctions de service. Donc, c'est
en orange ici, et toutes les fonctions par lien direct conduisent à énoncer des fonctions d'adaptation des contraintes. J'ai mis que c'est plutôt 90% de fonctions de service trouvées en impliquant deux éléments de l'environnement ou un peu plus. Parfois, on fait appel à un troisième, un quatrième pour rendre la formulation de la fonction cohérente. Euh, et on pourrait avoir une rigueur intellectuelle maximale en disant ben, on veut 100% de fonctions de service qui soient trouvées en appliquant deux éléments de l'environnement. Mais bon, personnellement, je ne suis pas aussi rigoriste et ça, je pense que ça marche bien de mettre un peu de jeu dans le système. Donc, on va revenir maintenant à notre page blanche et on va faire le petit A. On va nommer le système qu'on étudie. Alors, est-ce que, sans que je vous donne aucun indice, est-ce que vous avez des idées de comment on pourrait nommer le système qui est au centre? Je parle bien de système pour ne pas parler de produit, pour ne pas parler enfin, pour être suffisamment large et autoriser des expressions qui pourraient être larges également. Alors, je vais essayer de regarder dans le chat. Un transporteur, tiens, pas. Alors, je note la première proposition. Un système de mobilité, OK. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est une vision très large, très système. Je vais retenir ça pour l'instant. Merci. Donc, première étape, elle est faite. Deuxième étape, on va choisir l'approche plutôt théâtrale et on va essayer de prendre en compte qui sont les acteurs qui vont... donc le système, on ne sait toujours pas de quoi il est fait. Alors, on pourrait quand même se défricher un tout petit peu en disant est-ce que c'est un objet, est-ce que ce n'est pas un objet? Si on raisonne de façon hyper large, on pourrait à la limite arriver à un système qui est simplement un gestionnaire de mobilité où on aurait par exemple une plateforme de supervision comme pour la gestion des métros dans les grandes villes. On a une vision de tout ce qui se passe, on débloque des véhicules, par exemple, on gère des covoiturages, on gère du partage, on gère plein de choses, et à la limite, on pourrait utiliser des objets qui sont déjà existants, et là, on serait dans un dépouillement maximum en termes d'études d'objets, et on rentrerait dans un système qui est essentiellement excusez-moi, fait de services. Je vous propose, pour clarifier le débat, de dire que notre système de mobilité, il va être constitué d'objets. On va faire un focus d'abord là-dessus, parce que on va présupposer que les objets qui existent actuellement ne seront pas pertinents très longtemps et qu'ils sont extrêmement voraces en énergie et très impactants en termes d'émissions polluantes. Euh, En absolu, on pourrait faire deux analyses fonctionnelles et deux recherches de fonctions. Une recherche de fonction où on se concentre sur, par exemple, un véhicule ou des véhicules ou des systèmes de véhicules et le système de gestion qui pourrait exister deviendra un élément de l'environnement de, ce, de, ce, de ces objets qu'on va développer. Ou on pourrait faire l'inverse, on pourrait dire on va surtout étudier le système de gestion globale et les véhicules, s'il y en a, il y a des grandes chances qu'il y en ait, vont représenter un élément de l'environnement du système. Et on pourrait décomposer le travail et le faire en deux temps pour être large, exhaustif. D'un côté, travailler sur l'aspect service et de l'autre côté, travailler sur les objets matériels. Donc là, je vous propose de travailler sur les objets matériels pour simplifier la donne et vous avez peut-être déjà... Alors, je vous propose de faire des propositions. Quels sont les acteurs qui vont exister dans l'environnement de notre système de mobilité
qui est fait d'objets matériels. Donc, conducteur, mais on a aussi passager, qui pourrait être au pluriel. Donc, utilisateur. Alors, la route, je vais mettre ça dans le décor. Ça y est, ça produit. Pardon, je vais pas assez vite. Route, on a des bagages, donc ça va être des accessoires. Les animaux, ça peut être des accessoires ou ça peut être des choses qu'on emmène ou des choses qui existent dans la nature. Donc, animaux. Euh, alors, ça va vite. Carburant. Alors, on va mettre, je préfère élargir et mettre source d'énergie. Et ça, c'est une. Alors, les bornes de recharge, euh, euh, ça pourrait être. Là, il peut y avoir la source et il peut y avoir des unités euh, de stockage d'énergie. Je fais ça en live, hein, c'est sous réserve que ça soit vraiment pertinent, mais c'est la première idée qui me passe par la tête. Alors, on a dit le soleil, donc ça va être un élément d'ambiance. Je vais mettre ça euh, dans l'ambiance. Non, c'est pas ici, pardon. Euh, et je vais généraliser, je vais mettre intempéries, et là-dedans, il y a soleil, pluie, etc. Alors, on a les bagages, on les a pris. Waouh, on a station. Je vais pas le prendre dans cette version-là. La pluie, c'est aussi. Alors, l'usine. Intéressant, l'histoire de l'usine. Je vais revenir sur notre cycle de vie. Zut. Dans notre cycle de vie, on a dit qu'on allait travailler ponctuellement sur l'utilisation et l'usine, ça serait la phase de fabrication. Donc, on aurait aussi des fonctions à écrire par rapport à la phase de fabrication et j'aurais tendance à mettre ça plutôt dans cette phase-là, dans un diagramme d'environnement spécialisé où l'environnement va être assez différent de celui qui est présent en utilisation. Alors, il faut que je retrouve le chat. Les écoliers, je vais mettre piéton pour généraliser, là aussi, piéton, et je vais amalgamer PMR. On verra tout à l'heure qu'on peut faire des groupes d'éléments d'environnement si on est très prolixe. Alors, j'ai vu tout à l'heure qu'on avait, vous êtes vraiment très productif, hein, bravo. Euh, on a un régulateur. Donc, c'est un régulateur ou un gestionnaire. On va mettre ça. Allez, je propose de mettre ça dans le décor. Régulateur, gestionnaire, qui pourrait être d'ailleurs automatisé. On peut tout imaginer. Donc, ce n'est pas forcément des personnes. Ça peut être un système nourri d'intelligence artificielle. Alors, il y a les points de rendez-vous. Ça, c'est intéressant. Est-ce que les points de rendez-vous, ce sont les destinations? Il faudrait préciser. En tout cas, j'espère ne pas dévoyer ce que vous avez proposé, mais on pourrait dire que, ça y est, euh, je perds mon idée. Donc, on a dit la météo, on a dit les parkings, on a dit les écoliers. Ça y est, j'ai perdu. Ah, voilà. Destination. C'est à ça que je pensais. Donc ça, on pourrait le formuler sous différentes formes. On pourrait dire c'est un trajet. Dans un trajet, il y a le point A, le point B. Donc on a une destination et on a un point de départ. Alors dispositif de sécurité, j'ai du mal à savoir, est-ce que c'est la signalisation, est-ce que c'est des rambardes d'autoroute ou de route, etc. On va mettre ça dans le décor. Alors, je ne sais pas si vous considérez le radar comme étant un dispositif de sécurité.
Euh, je rigole. Euh, alors, décentralisation du lieu et système de production. Là, à nouveau, on va faire ça, on va prendre ça en compte dans l'environnement de fabrication, de production. Et donc, ça ferait l'objet d'un autre diagramme d'environnement. Alors, il y a les piétons et les cyclistes. Et j'ai envie de mettre euh, autres véhicules que les nôtres. Donc, il y a là-dedans tous les modes de transport existants, que ce soit des camions, des camionnettes, des voitures, des vélos, etc. Alors, le relief, donc effectivement, on a une topographie du département avec le relief. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Des obstacles, c'est intéressant, ça peut arriver. Il faut pouvoir les anticiper. Donc, on a la police, allez, on va dire c'est un acteur, euh, police, gendarmerie, plus équipement. Alors, covoiturage. Covoiturage, c'est une solution, ce serait plutôt une solution. Euh, c'est en lien avec la destination, mais les, ce qu'on pourrait en déduire, c'est qu'il y a autres utilisateurs qui pourraient être des voisins, des collègues, etc., ou des étrangers, des gens qu'on ne connaît pas. Il y a les moments de non-utilisation. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est presque c'est presque un use case. En fait, il faudrait, là, on travaille sur un cas d'emploi ou un cas d'utilisation qui est l'utilisation standard, mais effectivement, j'ai vu tout à l'heure parking ou lieu de stationnement ou de stockage. Je pense que c'est la meilleure façon pour l'instant de prendre ça en compte. Mais ce qui est intéressant dans cette proposition de moment de non-utilisation, c'est qu'on peut très bien travailler sur différents cas d'emploi et les lister auparavant et voir quels sont les éléments d'environnement qui vont en être déduits. Alors après, je ne peux pas tout prendre en compte parce que vous êtes tellement montgolfière, ça pourrait être une solution intéressante, surtout en Ardèche. Il a de l'humour, Jean-François, des aires de repos, etc. Les réglementations, je vais quand même prendre ça parce que ça fait partie de l'ambiance et ça peut avoir un impact énorme. Ok, alors je suis désolé, le temps passe très très vite. Il faudrait, là je n'ai pas tout noté et vous voyez qu'on a déjà une production colossale. Donc, si on avait le temps, on ferait des groupes d'éléments de l'environnement, on les regrouperait de façon à avoir beaucoup moins d'interactions à gérer. Là, je n'ai pas le temps de le faire, donc on va directement se lancer dans la recherche de fonctions. Euh, alors, je vais me permettre de faire un bypass. Si, on va le traiter. Euh, alors, est-ce que vous avez une proposition de fonction dans la mise en lien entre conducteur et passager et qui décrit un service attendu par notre système de mobilité? Alors, je vais revoir le chat. Sinon, je vous fais une proposition. Allez, je vous fais une proposition. Embarquer plusieurs utilisateurs. Alors, il y a l'individuel et le collectif, effectivement. Euh, je continue. On pourrait trouver sans doute d'autres fonctions, mais on va essayer d'explorer. Conducteur route, qu'est-ce que ça va nous donner comme fonction? Euh, je vous attends pas, je vous fais une proposition. Déplacer un ou plusieurs utilisateurs.
plusieurs utilisateurs d'un point sur un trajet. Voilà. Alors, j'avais fait l'exercice en amont. Je crois que j'avais trouvé un certain nombre de fonctions. On va regarder quelles sont vos propositions. Proposer un trajet à d'autres. Donc ça, c'est dans la combinaison précédente. Très intéressant. Pouvoir proposer un, un partage de trajet à d'autres utilisateurs. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Rester sur la route. Ouais, il y a... Ok, je envisageais de déplacer les commerces vers les utilisateurs. Waouh! Marion, t'es lâché. Comment j'intègre ça? Euh, Déplacer les commerces vers les utilisateurs. Donc, il faudrait d'abord avoir comme lieu de destination ou sur le trajet des commerces. Euh, et la première réflexion que je pourrais faire, c'est que on est sur un travail de fonctionnalité qui concerne le système de mobilité dans l'acception euh, objet matériel. Ta proposition, Marion, ça serait plutôt si on était dans une deuxième analyse fonctionnelle ou une analyse fonctionnelle complémentaire sur les services qui seraient mis à disposition. Et là, peut-être, on peut travailler sur une réorganisation du territoire et d'un certain nombre de services. Donc, on pourrait très bien, dans cette version-là, avoir des fonctions qui seraient de proposer des solutions de non-déplacement. Voilà, le déplacement le plus écologique, probablement, c'est celui qui ne nécessite pas de déplacement. Euh, magasin dans véhicule utilitaire qui déplace. Alors ça, c'est une solution. Le magasin dans des véhicules utilitaires qui se déplacent dans chaque village. C'est une solution pour éviter la mobilité, récompenser la moindre mobilité, collecter un paiement. Alors je vais prendre ça parce que c'est intéressant. Où est-ce qu'on va pouvoir mettre ça? Euh, on a Vous avez proposé tout à l'heure un système gestionnaire, donc je vais aller chercher la combinaison conducteur euh, et régulateur gestionnaire. Donc, alors, ça y est, j'ai perdu collecter un paiement. Je vais prendre ça sous cette forme-là. Voilà. Alors, est-ce que c'est le véhicule qui collecte le paiement ou est-ce qu'à nouveau, on est dans la logique des services périphériques? Il faudrait regarder de près. D'où l'importance de bien cadrer le système étudié. Oui, c'est ce qu'on a fait. Euh, Au niveau du service, optimiser l'ensemble des déplacements. Donc, on serait dans l'autre analyse fonctionnelle complémentaire. Si déplacement seul, obligation d'attendre 30 minutes avant de partir. Donc là, on est euh, je vais revenir en arrière. Peut-être que ça pourrait être au niveau du service global ou au niveau du véhicule. Euh, gérer, euh, gérer la logistique liée à plusieurs utilisateurs. OK. Alors, on va faire un petit point de situation. Au stade où on est, vous avez trouvé pas mal de choses intéressantes et c'est là où on voit la puissance de l'outil. À partir du moment où on a un certain nombre de personnes autour de la table, ça part vite dans tous les sens et c'est absolument passionnant parce que ce type de recherche de fonction est aussi un outil de créativité, donc un outil d'innovation. Et pour la petite anecdote, je me souviens de mon premier passage en jury de certification il y a très longtemps, où un des membres du jury m'avait posé la question à quoi d'autre peut servir cet outil? Et bon, je séchais parce que je n'étais pas du tout branché là-dessus à ce moment-là. Euh,
Et parce que c'était pour moi au niveau des solutions qu'on fait de l'innovation, pas qu'on cherche des solutions d'innovation, mais il proposait que ça soit aussi un outil de créativité. Et en fait, c'est induit parce que la façon de formuler les fonctions peut induire plus ou moins à faire de l'innovation. Alors, je vais, pour compléter, mais je vous ferai le rendu, je vais vous proposer euh, quelques fonctions que j'avais trouvées. Donc, transporter une ou plusieurs personnes sur un trajet XY, assurer l'accès au transport de tous les arts des choix. Là, on élargit un petit peu le périmètre et on essaye de raisonner large. Voilà, sur une seule combinaison, ici, ça valait le coup de vous montrer ça, sur une seule combinaison entre les arts des choix. Alors, au passage, un petit détail qui est aussi ou une astuce ou quelque chose qui est utilisé par un certain nombre d'entre nous, c'est d'avoir un minimum de caractérisation de chaque élément de l'environnement ou de certains éléments de l'environnement. Et là, si on dit l'interacteur, ce sont les arts des choix, combien on en embarque? Donc c'est le nombre, c'est l'âge, la taille, la corpulence. Est-ce qu'ils ont un permis, pas de permis? Est-ce qu'ils ont des bons yeux, pas des bons yeux? Est-ce qu'ils sont en mobilité réduite ou pas? Et le fait d'avoir des extensions à ce niveau-là, enfin, des enrichissements de caractérisation des éléments de l'environnement va nous aider à trouver des fonctions. Donc là, j'avais regroupé en support pour les véhicules les routes, les voies, le maillage des routes, etc., la topographie, d'autres supports de véhicules, je pensais à des téléphériques ou des choses comme ça. Et donc, ça donne lieu à des fonctions un peu exotiques, emprunter des voies exotiques pour le transport de la personne, franchir les obstacles topographiques disposés sur le trajet, utiliser les meilleures possibilités propres au transport aérien, route, chemin ou montagne, puisque nos objets ne sont pas créés pour l'instant, tenir compte du maillage des voies et de leurs capacités respectives. Voilà, ce sont des choses qu'on peut mettre en place sur art des choix et organisation globale, parce que vous avez trouvé aussi cet élément, être compatible avec un système de régulation et d'optimisation du transport et supporter des services de combinaison et de communication entre les véhicules. Voilà, ce sont des idées. Dans le récapitulatif, voilà une vingtaine de fonctions que j'avais trouvées en faisant l'exercice en préparation assez rapidement. Voilà, je préfère m'arrêter là et laisser place aux questions-réponses. Euh, s'il y a besoin, je vous ferai un récap des astuces parce qu'elles ne sont pas forcément, je n'ai pas forcément marqué votre attention chaque fois que j'en ai lancé une. Y a-t-il des questions? Vous pouvez prendre la parole, c'est peut-être un peu plus facile d'agir. Peut-on avoir une image du résultat final? Oui. En voilà une. Alors je vais vous donner une autre image si je la retrouve. Hop, non, je la retrouve pas. Si, elle doit être là. Voilà. Voilà plusieurs images. Vous avez le diagramme sans le plat de spaghetti, mais là, c'est une astuce. On numérote les éléments de l'environnement, 0 pour le nouveau système qui arrive, et 1, 2, 3, après les avoir éventuellement rangés dans un certain ordre, et ça permet de nommer ensuite les fonctions en disant on met en relation l'interacteur 1 avec l'interacteur 2, puis 1 avec 3, etc. Et à chaque fois, ça nous permet de trouver une ou plusieurs fonctions. Donc là, vous avez la liste des groupes, vous avez le diagramme et vous avez la liste de fonctions. Alors, j'espère avoir répondu à l'esprit de votre question. Je reprends le chat. Euh, Une, une question, Damien. oui, Est-ce que dans oui, l'organisation des fonctions, tu dis de 1 à X, est-ce qu'il y a oui. des astuces ou on le fait au Oui. feeling avec le groupe? Alors, ça fait l'objet d'un travail complémentaire. Là, on pourrait dire, certains appellent ça le vrac de fonctions. En tout cas, on pond des fonctions au kilomètre. On ne s'occupe pas forcément de savoir si ce sont des fonctions de haut rang, de haut niveau, très globales, très générales, ou des fonctions
assez détaillé et on va devoir faire un travail de constitution, de structuration des fonctions et de constitution d'un arbre fonctionnel. Là, je ne l'ai pas fait, mais où on va d'abord regrouper les fonctions qui sont un peu du même acabit, qui sont dans la même famille de fonctions, et on va leur trouver un chapeau si ce sont des fonctions détaillées ou une des fonctions pourrait être la fonction qui chapeaute les autres et les autres deviennent des sous-fonctions. Euh, alors je pourrais vous montrer un petit arbre fonctionnel pour répondre à ça. Je vais essayer d'avancer en rapide. Euh, On te demande quel logiciel tu utilises, tu peux le rappeler? alors, c'est le logiciel Valorise, mais j'ai précisé au début qu'il n'est plus commercialisé. Il a eu ses heures de gloire, il fonctionne toujours très bien, mais le travail de maintenance et de progression est tellement lourd que j'ai abandonné. Voilà, sur un autre sujet qui était un sujet d'engins de déplacement automatique de panneaux de particules dans un atelier. On a chargé, déchargé les panneaux et des sous-fonctions qui sont limitées à charge de travail des opérateurs, s'adapter aux dimensions, s'adapter à la configuration de la sortie des panneaux, etc. Là, c'est un rangement assez simple. On a parfois 2, 3, 4 niveaux de profondeur selon la productivité, enfin selon la richesse fonctionnel qu'on a obtenu. Alors, je reprends. Je prends un peu la succession de Cédric là, qui a dû s'absenter. Oui, Est-ce que Jean-François Beau pourrait préciser sa question par rapport aux solutions 2024-2060 qui ne paraît pas très claire? Jean-François? Oui, euh, bonjour. C'était juste que dans l'ensemble de l'arborescence, on voit qu'il y a des choses qui peuvent être applicables très très vite, maintenant, et puis peut-être des solutions un peu plus futures. Bon, j'ai dit montgolfière parce que je pensais à Annonay, évidemment, c'était un gag, et j'espère que vous l'avez perçu comme ça, mais simplement, on peut imaginer des solutions faciles, pas cher et utilisable tout de suite. Mais par contre, dans la créativité, et on l'a vu, il peut y avoir des solutions qui ne sont envisageables que si. Et les que si, à ce moment-là, au lieu de les jeter, je trouve que quand on fait de la créativité et qu'on fait ce genre d'arbre, ma petite expertise, c'est qu'on trouve beaucoup de choses qui ne sont pas forcément à mettre à la poubelle tout de suite. Et donc la fonction de conservation de choses qui ne sont pas utiles, possibles, aujourd'hui, peut être décalée dans le temps. Voilà, c'était juste ça. Merci. oui, c'est une très bonne remarque. Effectivement, là, on est dans la recherche de fonctions. On ne, on- Moi, je n'aurais pas tendance à typer les fonctions par rapport à une perspective proche ou lointaine. Par contre, quand on passera à la recherche de solutions, on va à un moment donné faire le tri des solutions, on va les confronter au cahier des charges et on va les confronter aux paramètres du projet lui-même en disant à quel moment ça doit sortir, jusqu'où ça doit être pérenne, jusqu'à quand ça doit être pérenne. Et ça va être des critères au niveau du projet qui vont être des filtres de sélection des, des solutions. Et donc, effectivement, quand on fait une opération d'analyse à valeur, il est de bon ton d'archiver tout ce qu'on fait et quitte à le ressortir plus tard. Et bon, c'est pas forcément très facile à gérer opérationnellement, mais l'idée est excellente. Donc, le logiciel, c'est le logiciel Valorise. Comment utilise concrètement ces éléments pour répondre aux objectifs? Pourrait-on voir les étapes? Alors, est-ce que vous n'avez pas vu les étapes? J'ai du mal à répondre à la question. Est-ce qu'il y a des logiciels gratuits pour réaliser ce type de diagramme? Non. Non. Pour le faire de cette façon-là, non. Il y a le logiciel de TDC, effectivement. Sandrine l'a mis dans le chat, mais évidemment, il est payant. Il y a des logiciels de génération de diagrammes. Il y en a plein partout maintenant, mais des diagrammes, enfin des logiciels qui permettent de faire les manips de façon structurée, euh, je n'en ai vu aucun. À une époque, il y avait Doors qui avait des
des fonctionnalités avancées, mais c'est un logiciel, un méga logiciel extrêmement complexe. J'ai envie de vous dire non, il n'y a pas de système pratique immédiatement applicable. Dernière question. Une question de François Gourmand. La différence pour la suite entre fonction principale ou de service et fonction dite de contrainte. On a le vocabulaire apt. Ouais. Alors, la logique de fonction principale appelle la logique de fonction secondaire. Il y a différentes pratiques qui existent. Soit on a dans la méthode apte, soit on a des fonctions principales qui correspondent peu ou prou à fonctions que j'ai appelées fonctions de service. Et là, on a travaillé que sur des fonctions de service. Et en complément de ces fonctions principales, il y a des fonctions alors, dans le langage apt, c'est appelé fonction contrainte, et dans le langage des normes, c'est appelé contrainte. Moi, j'ai appelé ça fonction d'adaptation. Alors, j'espère que vous me suivez. Et parfois, il y a d'autres pratiques que j'ai pu voir où il y a des fonctions principales et des fonctions secondaires. Donc, ça veut dire des fonctions qui correspondent à ce pourquoi le système le système est conçu, et d'autres qui sont complémentaires. Bon, on ne sait pas trop pourquoi, c'est pas forcément très clair. Et une troisième catégorie de fonctions qui sont les contraintes ou les fonctions contraintes. Donc, personnellement, j'aime bien distinguer au départ les fonctions qui apportent un service et les fonctions d'adaptation et les fonctions contraintes ou les contraintes. Mais quand on a fait la structuration des fonctions, parfois, ce n'est pas cette logique-là que je garde. C'est d'autres logiques d'imbrication des fonctions que je garde et je ne mets pas forcément en évidence qu'est-ce qui est du ressort des fonctions d'adaptation et des fonctions de service. Mais c'est en général assez visible quand vous avez des fonctions résister aux contraintes des objets extérieurs ou au vandalisme des utilisateurs, etc. On voit tout de suite que ce sont des fonctions d'adaptation ou résister aux conditions ambiantes, etc. Quand on a l'habitude, c'est assez évident. Alors, une question, si on transpose si on transpose la notion de produit à à la notion de système, on peut utiliser aussi cette approche pour définir les fonctions d'un système d'information, bien sûr. Bien sûr, la mécanique est exactement, enfin, est à peu près la même. Il faut réfléchir à bien le gérer, que ça soit pour des objets matériels, que ça soit pour des organisations, que ça soit pour des systèmes d'information, que ça soit même pour des stratégies. On peut faire de l'analyse fonctionnelle de stratégie. Je crois que Cédric a un peu d'expérience là-dessus. J'en ai fait, mais c'est pas forcément le meilleur outil pour faire de la stratégie. Euh, donc, définir les objectifs principaux d'un système socio-technique, parfaitement, hein. Non, c'est absolument pas excessif de penser ça. C'est dans la logique même. On est l'outil, enfin l'approche que je vous ai montrée, qui a comme particularité d'être la plus riche possible en termes d'éléments de l'environnement et ensuite en termes d'énumération de fonctions. C'est simplement c'est simplement ça y est, j'ai perdu le fil de mon idée, excusez-moi. J'ai perdu mon raisonnement. C'est Donc, difficile de lire le j'étais chat. parti du fait. Oui, C'est difficile de lire le chat en même temps qu'on parle, là. oui. Oui. Tu as une idée, Jamil, de. Non, 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 moi je suis pas non, non, bien sûr, parfaitement d'accord avec t'es pas toi. dans ma. J'étais parti du fait que ce n'est pas abusif d'appliquer ça à tout système socio-technique. Oui, ce que je voulais dire, c'est que là, on est dans une approche riche, mais on peut utiliser cette approche-là, enfin cet outil-là ou cette famille d'outils pour tout système. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de limitation, que ce soit des systèmes existants, que ce soit à optimiser, que ce soit des systèmes qui n'existent pas, que ce soit des systèmes du futur, que ce soit, par exemple, aujourd'hui,
On sait qu'on a beaucoup de problématiques d'écologie. On pourrait faire de l'analyse fonctionnelle sur le système Terre et sur les systèmes humains pour tenter de réduire les impacts de nos activités humaines, par exemple. OK. Voilà. Je crois que Est-ce qu'il y a d'autres questions pour clore ce webinaire qui était très riche? Je vois là, certains le font. Est-ce que tu pourrais, Damien, donner le résultat de cette étude? Ça a conduit à je quel... veux dire le transmettre les fichiers qui ont été réalisés. Oui, tout à fait. D'accord, d'accord. Alors, le résultat final de l'étude Est-ce que vous avez développé avec un les véhicule? fonctions, excuse-moi, je n'ai pas entendu. Est-ce que vous avez développé un véhicule? Alors, on est allé avec différents groupes d'étudiants, non pas au développement de véhicules, mais euh, à des propositions de solutions différentes de véhicules ou de systèmes hybrides entre du transport en commun et des véhicules d'un nouveau type. Je peux tenter de vous fournir quelque chose, mais ça va être un petit peu résumé probablement. Et ça sera à prendre avec des pincettes parce que les étudiants, je ne corrige pas forcément systématiquement toutes leurs expressions de fonction, etc. Mais je peux essayer de chercher un des rendus avec l'autorisation des auteurs, un des rendus qui me semble intéressant. Peut-être une dernière question de clarification de Laure, je crois. Les étapes, reparler, reclarifier le déroulement des étapes entre cet inventaire des fonctions et la réponse à l'objectif de diminuer le trafic. Comment on intègre l'objectif à partir de cette identification? C'est dans le chat, Euh, cette question-là. oui, oui, je l'ai aperçu tout à l'heure et la question ne me paraissait pas toute évidente. Alors, est-ce que Laure Euh, Brahami peut préciser sa question? Laure, tu peux prendre le micro. Oui, vous en fait, m'entendez? c'est toute la démarche Oui. d'analyse à valeur, hein. Oui, exactement. En fait, bonjour. Moi, je découvre votre démarche et je comprends que c'est une initiation aux premières étapes et je serais Oui. curieuse de comprendre en quelques mots comment vous passez de ce diagnostic et cet inventaire à la solution que vous allez proposer pour répondre aux enjeux. Comment il y a tellement de paramètres et il y a une telle complexité, comment ensuite vous digérez toute cette complexité pour proposer quelque chose de pertinent? Oui. En fait, oralement, ce que je peux vous dire, et ça devrait se retrouver si j'arrive à vous bricoler un rendu pertinent de la démarche complète, euh, au moins dans les grandes étapes, parce que les étudiants ont trop peu de temps pour faire tout jusqu'au bout, dans les moindres détails. Mais là, l'étape suivante, c'est constituer un arbre fonctionnel à partir du moment où on a recensé l'ensemble des fonctions pour l'ensemble des phases de vie du système. Ensuite, on va créer, une fois qu'on a cet arbre fonctionnel, on va faire la caractérisation des fonctions, c'est-à-dire objectiver euh, à partir de critères, par exemple la vitesse maximale de déplacement s'il s'agit d'un véhicule, ou le nombre de personnes maxi transportées, ou le poids maxi du véhicule, etc., ou la consommation ou l'émission de CO2. Euh, donc, on va caractériser ça, on va le discuter en termes de pertinence de la position du niveau, on va faire de la hiérarchisation de fonctions, c'est-à-dire on va les classer en fonction de ce que pour moi, de ce que les clients sont prêts à acheter cher et de ce qu'ils ne sont pas prêts à acheter cher. On pourrait raisonner importance aussi, mais je préfère raisonner économique. Et tout ça conduit à un moment donné, quand on structure tout ça jusqu'au bout, à un cahier des charges fonctionnel qui reprend le cadrage initial du projet, qui reprend les résultats de l'analyse fonctionnelle
Et là, on a tout en tête, on a tout en main pour commencer à réfléchir à des solutions. Normalement, on ne devrait pas le faire avant. Et donc, à ce stade-là, on va entreprendre un travail de recherche créative. Il y a des centaines d'outils qui existent pour ça. On va éviter de faire un brainstorming. Tout le monde parle de brainstorming, mais plus personne ne sait ce qu'il y a dedans, ou même le brainstorming d'Osborne, c'est pas forcément l'outil le plus productif selon où on en est. Mais on va utiliser un certain nombre d'outils, on va trouver des solutions partielles, on va constituer des scénarios, on va structurer en scénarios. L'objectif étant d'avoir plusieurs propositions à mettre sur la table, de comparer ces propositions les unes par rapport aux autres, de les valider par rapport au cahier des charges, est-ce qu'elles sont pertinentes par rapport au cahier des charges et par rapport aux attendus globaux du projet. On va les évaluer en termes en estimation des coûts. On peut éventuellement les évaluer aussi en termes de possibilité de positionner un prix de vente à un certain niveau selon la qualité de la proposition. Et donc, on va sortir un certain nombre de graphiques de comparaison combinés pour aider les décideurs à faire le choix du meilleur scénario. Et puis après, on met en œuvre. Donc, on met en œuvre, on approfondit les solutions, etc. Donc, c'est toute une démarche, plusieurs étapes, avec à chaque étape un ou plusieurs outils qui sont utilisés. Mais qui permettent d'être hyper pertinents à la fin et d'être riches, d'être innovants. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Il semble que oui, puisque Laure nous Oui, dit que oui, c'est très clair. merci beaucoup, c'est très clair. Je me demandais juste s'il y avait un lien avec les démarches de prospective. Alors Vous là, savez, en prospective, parfois, on utilise des méthodes de scénario, etc., mais avec beaucoup plus peut-être de paramètres où il y a de l'incertitude. Enfin, je sais pas, je trouvais qu'il y avait des similitudes un peu dans l'approche. alors le lien que je veux avec avec la prospective, avec la prospective, il est de deux natures. Il y a inviter la réflexion prospective dans une démarche d'analyse de la valeur, c'est-à-dire se projeter loin dans le futur en se posant la question comment l'environnement est susceptible d'évoluer, parce que s'il n'est pas stable, on a beau avoir une suprême analyse fonctionnelle aux petits oignons, mais qui a une durée de vie extrêmement limitée, et donc des solutions qui ont une durée de vie extrêmement limitée aussi. Et moi, en général, j'incite mes clients à réfléchir en amont dans le cadrage du projet de façon prospective en leur disant c'est comment vous vous projetez dans le futur. Alors, on ne fait pas forcément de scénario prospectif du futur dans le milieu dans lequel on travaille parce que c'est un vrai sujet à part entière. Maintenant, à contrario, on pourrait aussi utiliser l'analyse fonctionnelle pour faire de la prospective comme outil de prospective pour générer des scénarios en regardant quels sont les attendus d'un. Alors, la prospective en général s'attache à mettre en évidence qu'est-ce qui a le plus de chances de se produire dans le futur, mais on peut aussi aller plus loin en disant qu'est-ce qu'on veut qu'il se produise dans le futur. Et donc prendre un sujet qui peut être relativement large en termes de vision système, ça peut être un système sociétal qu'on examine, et on peut dire qu'est-ce qu'on veut générer dans le futur. Et là, on développe des scénarios qui sont à la fois non pas seulement euh, du, du, on jette un pavé dans la mare et on regarde comment ça réagit, mais on essaie de construire le futur. C'est ce qu'on devrait faire aujourd'hui dans tous les projets qu'on prend à bras-le-corps. Bien, le temps a passé. Merci beaucoup, Damien, pour ces explications très riches et pour nous avoir fait découvrir un outil dont on sent bien qu'il y a des complexités derrière, mais qui est un outil qui permet qui permet de faire phosphorer un groupe
sur les fonctionnalités. Sur la prospective, je rajouterai que les objectifs du projet et les objectifs qui sont définis par une étude prospective, c'est-à-dire là où on veut aller, ils vont se retrouver dans les critères de décision, ils vont se retrouver dans le cahier des charges fonctionnelles, ils vont se retrouver au niveau des critères. Donc, il y a bien une cohérence entre ces deux démarches. Merci à tout le monde d'avoir assisté à cette présentation en plein juillet, donc en plein été. Et puis, à très bientôt pour le prochain webinaire de la FAV. Merci Merci Damien. à tous. Bonne soirée. Bon, bonne soirée, Jamil. Bonne soirée.